En juin 2022, je marchais dans cette ville fascinante qu'est Rome. Puis soudain, je tombe sur ce monument gigantesque consacré à Victor Emmanuel II. Une question m'est venue, qui est cet homme? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de lui? Pourquoi a-t-il un monument de 70 mètres de haut en plein cœur de Rome, dominant le Colisée et le Forum romain? En cherchant un petit peu, je suis tombé sur une date décisive, le 4 novembre 1866, jour où la Vénétie a été annexée par le royaume d'Italie, aboutissant le rêve d'unité italienne. Pour commencer, un peu de contexte. Pour beaucoup, l'histoire italienne se limite à l'Empire romain, la Renaissance italienne et à Mussolini. Bon, pour l'histoire de l'Italie, allez, 5 sur 20, repassez le concours l'année prochaine. Pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed 2, vous vous souviendrez sûrement que Ezio allait de Venise à Florence pour finir à Rome. Eh bien, le point commun de toutes ces villes, c'est qu'elles appartenaient à des royaumes et des duchés différents, avec des dialectes, des cultures et des histoires différentes. Au XIXe siècle, l'Italie n'était donc pas une seule et même nation unie, mais un puzzle complètement fragmenté. D'un côté, le royaume de Sardaigne et de Piémont, dirigé par Victor Emmanuel II, incarnait le royaume du rêve d'unification, soutenu par des figures comme Giuseppe Garibaldi et un ministre nommé Cavour. Mais des régions comme Venise restaient sous domination étrangère de l'Empire d'Autriche, tandis qu'au centre, les États pontificaux autour de Rome, gouvernés par le pape, voyaient d'un mauvais œil la centralisation du pouvoir. On peut dire que le pape a freiné cette unification italienne. Ce n'est qu'en 1870, qu'après la prise de Rome par les troupes italiennes, que les États pontificaux sont intégrés à l'Italie. Victor Emmanuel II est devenu un symbole d'unification italienne. Avec Garibaldi et Cavour, il a rassemblé les terres italiennes étape par étape. Et en 1861, il devient le premier roi de l'Italie unie. Sa vision était simple, une Italie forte, capable de rivaliser avec les plus grandes puissances européennes. Le Royaume-Uni et la France étaient déjà des nations unies depuis bien longtemps. L'Allemagne avec Bismarck était dans le même processus d'unification, ainsi que l'Empire d'Autriche deviendra en 1867 l'Empire austro-hongrois. On peut dire qu'ils étaient également dans ce processus d'unification. Et maintenant, que reste-t-il de son œuvre ? L'unification de l'Italie sous Victor Emmanuel II ne se limite pas à des victoires militaires, c'est aussi une victoire culturelle. Avant l'unification, chaque région parlait son propre dialecte avec sa propre littérature, son identité. Avec la standardisation italienne, Victor Emmanuel II a redonné à la culture italienne ses lettres de noblesse, permettant à la littérature de retrouver des joyaux parfois oubliés comme Dante ou Machiavel, et surtout maintenant on peut les considérer comme italiens et non plus comme florentins, milanais ou vénitiens. L'unification simplifie les échanges commerciaux. Chaque ancien royaume avait ses propres monnaies, ses systèmes fiscaux, ce qui complexifiait les échanges entre les régions. Avec l'instauration d'une monnaie et d'une réglementation commune, Victor Emmanuel ouvre la voie à un marché commun. Le réseau ferroviaire étendu facilite le transport de biens, soutenant la croissance économique. Dans le nord, il modernise l'agriculture, notamment au Piémont et en Lombardie, en introduisant de nouvelles techniques et surtout l'irrigation. La production agricole, surtout de céréales et de riz, augmente considérablement, faisant de l'Italie un exportateur majeur. Bien que la viticulture ne soit pas son axe principal, les nouvelles possibilités de commerce permettent au vin italien de trouver sa place sur les marchés mondiaux. Et oui, en l'absence de Dionysos, il fallait bien quelqu'un comme Victor Emmanuel pour reprendre l'économie du vin. L'unité italienne change la donne en améliorant les infrastructures, les matières premières circulent mieux, boostant les industries comme le textile en Lombardie ainsi que la soie. Milan de son côté est devenue la capitale mondiale de la mode avec un travail du cuir exceptionnel. Les maisons de couture milanaises dictent les tendances mondiales, renforçant prestige de la ville. Après tous ces éléments, je peux mieux comprendre le statut de Victor Emmanuel II et pourquoi il a ce bâtiment
2000 mètres carrés en plein cœur de Rome, dominant la colline sur laquelle il est installé. Il est un bâtisseur de nations qui avait tant manqué à l'Italie, alors que nous en France, des figures comme Saint-Louis, Philippe Auguste, Jeanne d'Arc, Napoléon ou même De Gaulle ont rempli parfaitement ce rôle. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire, à le partager, à le republier, à en parler autour de vous. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, le 11 novembre 2024, dans le futur, pour parler du passé. Allez, à très vite. Ciao!